Choisis un travail qui te passionne et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Tout le monde a déjà entendu cette phrase-là, qui nous provient du philosophe chinois Confucius et qui nous encourage à aimer ce qu'on fait, ou non plutôt à faire ce qu'on aime. Pour certaines personnes, c'est une évidence, il n'y a pas de doute sur ce qui les passionne. Mais pour d'autres, ça peut se révéler être un choix beaucoup plus complexe. D'ailleurs, on n'a rien qu'à chercher le mot « passion » dans le dictionnaire pour se rendre compte que c'est un sujet plus controversé qu'il n'y paraît. La première définition du mot, c'est « souffrance ». Bon, OK, je vous accorde que cette définition-là appartient à un vieil usage de la langue française, mais quand même, c'est dangereux, la passion. C'est dangereux, mais ça garde en vie. Oh! Veux-tu sortir avec moi? Oui ou non? Ça, là, pour moi, c'est parmi les gestes les plus dangereux qu'on peut faire à l'adolescence. Puis, à l'âge adulte aussi. Risquer le rejet. Mais c'est aussi et surtout parmi les gestes les plus courageux. Puis je pense que c'est ça qui distingue les gens passionnés. C'est pas qu'ils ont pas peur, c'est qu'ils sont prêts à aller au-delà de leur peur pour voir ce que la vie a à leur offrir. Alors ma réponse, c'est peut-être. Aujourd'hui, c'est avec passion et sans modération aucune que je vous invite à venir à la rencontre de quelques-uns des 1001 visages de ma communauté. Je suis une enfant des années 90, donc moi, j'ai vu à la télévision, sur des cassettes VHS, des spectacles de gigue irlandaise. Puis c'est comme vraiment mon premier contact avec la gigue, c'est avec cette cassette-là que mon amie Charlotte, à l'époque, avait chez elle. Puis j'ai tellement aimé ça que je l'ai ramené. Ses parents m'ont dit « repars avec la cassette. » Là, tu sais, je l'ai comme écouté en boucle, je pense, chez nous. Puis mes parents m'ont dit « ben là, OK, t'aimes tellement ça, on va essayer de te trouver des cours. » J'habitais à Montréal à l'époque. La première session de cours de gigue que j'ai fait, il y avait ouvert un groupe pour enfants qui venait apprendre la gigue. Puis on était comme 3 élèves. On aimait moins, mettons, danser sur du trad pur et dur, puis on essayait d'explorer autre chose. Fait que ma première chorégraphie de cours de gigue était sur une musique de pop turque. Ça sonne complètement pas comme de la gigue, là. Tu t'imaginerais pas du tout une chorégraphie de gigue là-dessus. Dans le garage qui était adjacent à la maison, mon père, il avait comme pris des restants de plancher flottant, puis il avait fait comme un mini plancher. C'était là que je pratiquais mes chorégraphies, de cours que je faisais. Puis je m'étais comme donné comme le mandat d'enseigner la gigue à mes sœurs puis à leurs amis. Tu sais, j'ai comme deux sœurs plus jeunes. Fait que mes premiers comme cours officiels, c'était avec mes sœurs puis leurs amis qui venaient à la maison. Je me rappelais de comme partir le chauffage du garage, puis là avoir comme planifié un peu mes petits cours. Mais ça, c'est ça là. J'étais comme encore enfant là, j'étais pas encore au secondaire à cette époque-là. Puis mes sœurs s'en rappellent encore là, tu sais, ils se rappellent encore des cours comme des petits pas que je leur avais montrés à cette époque-là. Je m'appelle Myriam Cardin-Wood, je suis enseignante en gigue traditionnelle québécoise. À l'adolescence, j'ai commencé à m'impliquer dans un ensemble folklorique. Puis là, quand la pandémie est arrivée, un peu tout a dû arrêter. La danse traditionnelle, évidemment que c'était pas permis. Puis au retour de la vie normale après la pandémie, Club Gigus a pu réouvrir un peu ses activités. Puis ils se sont rendus compte que tous les professeurs étaient rendus comme ailleurs au Québec. Donc moi, j'étais à Rimouski, il y avait une autre de mes collègues qui était rendue à Val-David, d'autres qui étaient rendus à Sherbrooke. Fait qu'ils ont dit, OK, on embarque, on se lance dans le projet d'ouvrir des cours un peu partout au Québec, finalement. On est à Rimouski, plus précisément au centre communautaire de Nazareth. J'ai un groupe où on va partir de la base, on va apprendre les pas de base, le vocabulaire. Puis après ça, n'importe qui a fait une session de cours initiation peut après ça embarquer dans les groupes plus avancés.
c'est très décomplexé, puis il n'y a pas beaucoup de bonnes ou de mauvaises façons de faire les choses. Vraiment, moi, quand je leur dis qu'on n'est pas là pour apprendre des chorégraphies puis faire des spectacles, souvent, ils sont comme « Ah, OK, c'est bon, c'est pour ça que je venais. Je venais dans une optique de non-performance. » En tant qu'adulte, d'apprendre quelque chose de nouveau, c'est pas toujours facile. On arrive dans un contexte où on n'est même pas capable d'aligner la gauche puis la droite, là, tu sais. Souvent, ce qui est nommé, c'est justement la réappropriation du patrimoine culturel québécois. La gigue est vraiment arrivée avec ces immigrants-là britanniques qui venaient travailler, par exemple, dans les chantiers. C'est venu se mélanger avec les Canadiens français qui étaient déjà sur place, avec les peuples autochtones aussi qui étaient pas très loin. Donc, il y a vraiment comme une mixité, mais c'est quand même une pratique qui a évolué. Je vais pas giguer comme le pas de machin chouette des années comme 1800. T'sais, je fais juste leur envoyer des vidéos de type de gigue, puis ils capotent, puis ils sont puis ils embarquent vraiment dans comme comprendre c'est quoi ce patrimoine-là, puis pas juste de venir faire des cours de Zumba, mettons, là, on est vraiment ailleurs, là, c'est vraiment le fun. Quand on est dans le milieu du trad, on dirait qu'on peut avoir des personnalités qui s'attachent à certaines affaires qui sont plus tout à fait contemporaines, on va dire, là. Puis moi, une des choses que je traîne avec moi depuis quand même maintenant plusieurs années, c'est mon iPod. Mais moi, pendant longtemps, je pensais que c'était comme encore normal. Il y a encore quelques années, je me promenais avec ça à Montréal, dans les transports en commun, puis je me posais pas trop de questions. Puis là, dans les dernières années, les gens voient ça, puis sont comme « Ah! Tu utilises encore ça? » Puis je dis, ben oui, voyons, c'est là-dessus que toute est ma musique, là. Toute la musique que j'écoute, c'est des CD physiques le plus possible. Tu sais, j'aime ça aller dans les ventes de garage puis fouiller pour des albums. C'est là-dessus que je vais écouter ma musique. Mais là, de plus en plus, je me rends compte que je fais un peu tourner les têtes. J'ai vraiment un attachement pour la chanson. La chanson transmise de génération en génération. Tu sais, moi, je suis quand même chanceuse. J'ai un papa qui a travaillé dans les camps de vacances comme toute sa jeunesse. Fait que son répertoire de chansons de camp est vraiment bien garni. Une de mes sœurs était tellement tannée de m'entendre chanter qu'un moment donné, elle a juste pris le cahier puis elle a dit « Je suis tannée de t'entendre chanter, je vais le cacher. » Puis elle est comme partie avec. Puis j'ai pas eu le temps de la rattraper. Puis je savais pas où elle l'avait caché dans la maison. T'sais, fait que là, elle a réussi son coup, dans le sens qu'après ça, j'ai arrêté de chanter. J'avais plus mes paroles, ou en tout cas, ça m'a comme un peu cassé l'affaire. Fait que là, un jour, mon père rentre du travail, puis décide de, évidemment, faire à souper, part le four, puis là, un moment donné, ça se met à sentir le brûlé. Puis là, mon père qui dit, voyons, pourquoi ça sent le brûlé? Puis ma sœur qui dit, papa, t'as-tu enlevé le cartable dans le four? Les gens chantaient leur vie, chantaient leurs histoires, chantaient leurs états d'âme. Puis ça, je trouve ça complètement capoté. Tu sais, d'être capable d'avoir accès à du répertoire ou comme des gens qui suivent les cours puis qui me disent qu'ils ont fait comme un petit coin dans leur maison pour se pratiquer. Wow, t'as la passion, t'as la piqûre, c'est super! Moi, je l'observe dans les cours que je donne de gens qui étaient complètement néophytes en gigue, puis qui finalement m'écrivent un samedi soir « Hey, peux-tu nous renvoyer la vidéo de la gigue autochtone de l'année passée? Là? J'ai vraiment envie de la regarder encore. » Tu sais, je me dis « Mon Dieu! » On dit comme une anecdote de moi que j'étais tellement créative quand j'étais jeune que j'ai fait des robes en sac de poubelle. Moi et ma soeur, on a fait un défilé de mode avec des robes en sac de poubelle découpées, tu sais, des blancs puis noirs, puis toutes des... Fait que là, je suis sortie de ce côté-là créatif depuis que j'étais toute petite. Moi, je suis quelqu'un d'indécis dans la vie. Puis tout au long de mon secondaire, j'étais comme, moi, plus tard, je veux l'architecture. J'en mangeais comme j'ai... Ce que j'aime, surtout, c'est la conception, tu sais, de créer des espaces que les gens vont habiter dedans, puis ils vont s'en servir, puis ils vont aimer, ils vont être bien. Tu sais, faire plaisir aux autres, moi, j'adore ça. Fait que c'est pour ça que j'ai choisi l'architecture. En cours de techno au secondaire, on avait découpé des pièces pour faire l'aménagement d'une maison. J'ai trouvé ça vraiment beau. Ça part un peu de là. Moi, c'est Émilie Cormier. Karine Pelletier. On est étudiante en technologie de l'architecture au Cégep de Rimouski.
J'ai apporté le Kodak à mon père, qui est décédé, en fait. Donc, c'est un Kodak argentique et je l'ai amené pour la première fois au Portugal, justement. Clairement que j'ai eu des belles photos floues et j'ai eu quelques belles surprises aussi qui étaient super belles. Pour vrai que j'étais vraiment contente. Donc, c'était un feeling de se dire... Ah wow, je prends une photo avec quelque chose que mon père, quand il était vraiment jeune, a utilisé lui aussi, puis je l'ai amené ailleurs dans le monde. Grâce à la fondation du Cégep de Rimouski et Mission Monde, on a eu la chance d'aller explorer le Portugal. On a rencontré des partenaires architectes à Lisbonne. Ils nous ont parlé de leur processus créatif. C'est d'en apprendre davantage sur comment eux, ils voient l'architecture, puis surtout l'art de l'architecture. On voulait s'intéresser, tu sais, les motifs, les couleurs, les détails. Les ombres, les détails. Il y a du détail dans leur architecture. En fait, le soleil au Portugal, à Lisbonne, se levait à 8 heures le matin. Ouais. Donc, il faisait noir. On était dans un quartier quand même de fêtards. On s'est pas reposé, clairement pas. On se levait en 6 heures, 5 heures et qu'on avait notre cadran. Fait qu'on optimisait nos journées et notre soirée. Une soirée, on est allé explorer, juste pour pouvoir explorer. Puis on voulait vraiment prendre le tramway. On a pogné le meilleur chauffeur de tramway. Ça bougeait. Ouais. De la turbulence. Moi, je viens du Nouveau-Brunswick, Edmundston, plus précisément, puis encore plus précis, je viens de Saint-Joseph de Madawaska, qu'on appelle. C'est comme la campagne, dans le fond. Il n'y avait pas ce programme-là chez nous au Nouveau-Brunswick, fait que c'est pour ça que j'ai décidé de changer de province pour pouvoir étudier à Rimouski. De là, dire que je suis passionnée, je suis même partie dans une autre province pour pouvoir étudier ce qui me passionne vraiment, l'architecture. Oui, je m'ennuie de mon chez-moi parce que c'est pas pareil, c'est pas la même province, mais ça m'a permis de faire des nouvelles connaissances, des nouveaux défis. Je suis jeune encore, puis j'ai encore plusieurs choses à voir dans ma vie, comme on a juste une vie à vivre. Je dirais que je suis passionnée aussi parce qu'on n'a pas tous les moyens de partir en voyage en soi, mais que ce soit par d'autres moyens, mais de nourrir notre créativité architecturale. Moi, je viens de Montréal. Donc, j'ai été élevée sur le plateau Mont-Royal, au-dessus d'une épicerie qui était l'épicerie de mon père et de ma mère. J'ai fait toute l'école au pensionnat pendant 12 ans. J'aimais pas tellement ça. Puis les sœurs, de toute façon, m'aimaient pas tellement non plus. Je voulais pas foutre le bordel, mais j'étais celle qui voulait chanter, qui voulait avoir du plaisir, qui voulait, oui, chanter l'Alléluia, mais l'accompagner avec plusieurs instruments. Je voulais créer. Je composais déjà des poèmes. Il y avait une religieuse, d'ailleurs, qui était là, qui nous enseignait le français et, naturellement, la littérature, qui était tombée en amour avec Félix Leclerc, puis parce qu'il l'a pas voulu, elle est rentrée sœur. Donc, j'avais tous ça, ces bagages-là qui ont fait que je suis devenue la femme que je suis présentement, là. Je m'appelle Francine Ménard, je suis sculpteur, artiste sculpteur de Saint-Léandre, de la région de la Matanie. Ma grand-mère, Hélène, c'était une artiste dans l'âme. Elle concevait des costumes pour les clowns, les gens de cirque, parce qu'à l'époque, elle était dans un cirque aussi, avec mon grand-père. C'est elle qui me gardait. Puis j'entendais toujours son moulin à coudre. Puis ça m'a toujours fascinée. Puis je regardais les costumes qu'elle faisait. J'ai toujours été en admiration devant ma grand-mère. Je l'aimais beaucoup, ainsi que ses crêpes. Il n'y avait pas de retour. C'était ça que je voulais faire. C'est ce qui me passionne, puis c'est ce qui rejoint le plus mes émotions. Donc, j'aime ça, rentrer dans la matière, la travailler, la séduire, puis elle me séduit. Il y a une complicité avec la matière. Je travaille sur des personnages
issu de mon imaginaire, ça c'est sûr et certain. Moi, je crée des mythes autour de moi. Avec l'écriture, avec la sculpture, même si ça s'efface quand je serai plus là, c'est pas grave. On est à Saint-Léandre où il y a à peu près 380 habitants. J'aime ça parce que c'est toute une autre ambiance dans la forêt. Je suis dans mon élément ici. Je suis à ma place. C'est surtout à cause de la famille du côté de mon père. Ma grand-mère était Huronne, donc à Noël, au lieu de recevoir, comme tout le monde, une poupée, mes grands-parents nous donnaient des mocassins. J'ai été élevée aussi avec les lacs à truites de mon grand-père. L'odeur de la terre, marcher dans le bois, m'imprégner du bois aussi dans mon art, fait partie un petit peu du côté des Ménards. On a décidé pendant la pandémie qu'on vendait puis qu'on s'en venait ici. Mais moi, j'avais une seule condition. Si je déménage ici, j'ai une piscine intérieure. Donc, j'ai mis mon fonds de retraite dans ma piscine et voilà. Mes sculptures sont autour parce que je manque d'espace, mais c'est un bel endroit pour mettre des sculptures aussi. Yuba, il est toujours avec moi dans l'atelier. Il va avoir quand même 14 ans, là. Faut que je le laisse tranquille un petit peu. Je ne suis pas vieille. Dans les instants de fatigue, j'ai des siècles. Dans ceux du travail, 40 ans. Et lorsque je suis au jardin avec mon chien, j'ai l'impression d'avoir 4 ans. C'est Marguerite Yourcenar qui a écrit ça un jour. Je trouve que ça me décrit bien. Quand on vieillit, hein? Je veux dire, l'âge nous rattrape à un moment donné. Donc, c'est sûr que des fois, je me souviens pas où j'ai mis le beurre. Il est-tu dans le frigidaire? Il est où? Donc, des petits oublis comme ça. On n'oublie pas qui on est, de toute façon. J'ai fait un symposium de sculpture en 2009 à Chainsaw, tronçonneuse. J'avais fait ça pour ma fille, pour lui remettre un de ses jours. C'est en bois, ça a 8 pieds de haut, et on me l'a volé. Et j'aimerais la retrouver. Donc, si jamais vous voyez, ça s'appelle « À ma fille », elle est signée derrière. Prière de m'appeler ou de m'écrire sur Facebook ou francineménard.com, mais j'aimerais la récupérer, ma sculpture. Elle était enchaînée sur mon balcon, sur la rue Marquette, au premier étage. On a cassé la chaîne, on a embarqué la sculpture et on est parti avec la sculpture. En 1982, je suis retournée à Montréal et je me suis toute fait voler toutes mes sculptures. Ils sont rentrés chez nous. Quand j'ai appelé la police, ils ont dit « Bon, vous êtes chanceuse, ils vous ont laissé les ampoules. » C'est que j'étais bien surprise. Mon atelier est ce lieu où j'ai le pouvoir de créer, de transformer, de provoquer, de donner forme à mes émotions, aux personnages qui m'habitent, me hantent. L'art, la musique, la forêt, le lever du soleil, la solitude me conduisent vers mon monde intérieur. Des visages et personnages surgissent de ma mythologie, de mes croyances et de mes incertitudes. Je suis dans une spirale de création, je suis dans une spirale de mots. C'est du quotidien, c'est 7 jours semaine, je suis infatigable. Je ne connais pas la fatigue, j'ai le plaisir et j'ai le grand bonheur de pouvoir créer. À n'importe quelle heure, j'ai mon atelier. C'est le plus beau cadeau que je pouvais me faire. C'est de la passion parce que je me lève le matin, je sais que je m'en viens dans mon atelier. J'ai pas d'autre but que de descendre dans mon atelier.